Moi, je vais vous parler vraiment du point de vue d'un, on va dire, d'un opérateur de compostage. Bien sûr, là, on a vu jusqu'ici un peu euh, que- comment se passe voilà, quelles sont les conditions de biodégradabilité, de normes, comment sont constitués ces produits-là. Mais à ma connaissance, en France, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de produits dits biodégradables ou compostables et j'en vois très, très, très peu qui vont vraiment avoir une fin de vie euh, avec un retour au sol. En tout cas, un retour au sol dans des conditions de dégradation. Euh, Quelques mots donc sur les alchimistes. On est une jeune société cofondée il y a 4 ans. On développe un modèle de site micro-industriel de compostage de matière organique avec une filière en deux qui est encore expérimentale sur les couches culottes compostables et sinon principalement une activité sur les déchets alimentaires avec cette spécificité d'une taille intermédiaire où on est beaucoup plus petit que les sites industriels classiques. On gère 700 tonnes par an sur chaque site et on gère très localement en milieu urbain pour pouvoir être près des gisements de déchets alimentaires et puis aussi euh, utiliser le compost aussi pas mal en milieu urbain, en ferme urbaine et puis pour la vente au détail. Euh, ce que je voulais dire, c'est comment faire aujourd'hui ou quels sont les enjeux pour que des plastiques qui vont être effectivement normés ou certifiés biodégradables en compostage puissent être effectivement compostés. Euh, je voulais vous partager déjà un premier enjeu, c'est que aujourd'hui on assiste à une généralisation de l'installation de biodéconditionneurs sur tous les sites qui vont accepter les déchets alimentaires pour ensuite les traiter, que ce soit derrière en méthanisation ou en compostage industriel. Les biodéconditionneurs, au début, on en avait beaucoup sur les sites qui traitaient les déchets alimentaires de la GMS avec beaucoup de déchets emballés. Mais aujourd'hui, avec le développement aussi du tri à la source des déchets alimentaires des ménages, il y a quand même des erreurs de tri. Et en fait, je vois tous nos concurrents, ils envoient les déchets alimentaires collectés vers des installations qui ont des biodéconditionneurs. Donc, c'est des machines qui vont séparer mécaniquement ce qu'on appelle la soupe organique, donc extraire toute la matière organique de la partie emballage et indésirable. Et donc, aujourd'hui, ça se généralise. Donc, tous ces sites-là, si vous allez mettre des plastiques compostables, à la fin, ils vont être quand même dans la fraction emballage et indésirable. Et donc, ils vont aller en DIB, c'est-à-dire ensuite en incinération, en enfouissement, même si ils étaient certifiés effectivement dégradables. Donc c'est quand même une première limite et aujourd'hui qui est difficile à dépasser quand on a des déchets alimentaires, on va dire, des déchets organiques qui sont collectés en mélange. Ça, c'est un premier point. Ensuite, j'ai essayé de lister un peu les conditions nécessaires pour que ce soit effectivement composté ou qu'il y ait effectivement un retour au sol avec dégradation. Donc évidemment, il faut qu'il soit biodégradable, comme ça a été dit tout à l'heure, mais en pratique, il y a aussi d'autres limites qu'on voit, c'est que par exemple, nous, en compostage, donc nous, on n'utilise pas de biodéconditionneur et on va faire un surtri visuel, voire manuel, pour vérifier la qualité du tri. Et on peut quand même, du coup, accepter, quand les choses sont suffisamment bien triées, des éléments en plastique compostable et les mettre dans notre process. On va le faire seulement de manière très ciblée. Il y a plein de cas où on va pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je dis la compatibilité avec la durée du procédé de compostage. Effectivement, on a fait des tests avec des bouteilles en PLA. On va pouvoir les composter, mais avec plusieurs conditions. Il y a des conditions opérationnelles de tri, donc je vais revenir juste après, mais en tout cas, déjà, on va devoir les broyer pour effectivement que ça puisse se décomposer plus rapidement. Et puis, on va avoir un gros enjeu par rapport à qu'il faut que ce soit compatible avec la durée habituelle de nos procédés de compostage.
si ça se dégrade beaucoup plus lentement que ce qu'on fait habituellement et que ça va multiplier par 2 ou par 3 la durée de notre procédé de compostage, ça va être très compliqué à intégrer parce que ça va vraiment, on va dire, enchérir nos coûts opérationnels de manière très importante. On a été aussi interpellé, alors là, je n'aurais pas de réponse, hein, je mets en plus en termes de questions, en disant oui, biodégradable ou pas, si vous avez des microplastiques au moment où votre compost est réutilisé en retour au sol, ça peut poser des questions, même si à terme, ça va être peut-être dégradé dans l'environnement. Est-ce que ça pose des questions? J'ai déjà été interpellé plusieurs fois à ce sujet, je n'ai pas la réponse, mais peut-être certains dans la salle virtuelle l'ont. Et sinon, un des enjeux les plus importants, pour moi, c'est le second point, nécessité d'avoir un tri irréprochable. C'est-à-dire que si vous avez des déchets organiques en mélange, et que, on va dire, oui, certes, il peut y avoir des éléments en plastique certifiés compostables, mais pour les accepter, comment vous allez faire pour reconnaître un plastique compostable de pas compostable quand vous avez des déchets en mélange, même si vous avez passé par exemple sur une chaîne avec une table de tri. Vous n'avez pas demandé à un opérateur de regarder précisément pour distinguer si vous avez affaire à une bouteille en PET ou une bouteille en PLA. C'est vraiment pas possible opérationnellement. Et donc, je dirais qu'une des solutions, c'est le troisième point, c'est qu'on pourrait faire une valorisation de ces plastiques-là quand on a des flux séparés, si on a vraiment un tri séparé de ces flux de plastique compostables. À titre d'exemple, nous, on développe une méthode pour avoir une filière de valorisation par compostage de couches bébés qui vont être éco-conçues avec justement que des éléments biodégradables et compostables. On est encore en phase d'expérimentation avec des fabricants de couches et puis du coup en amont des fabricants de matériaux biodégradables. Mais là, c'est avec des flux qui vont être collectés avec que ça. Et là, ça va être éventuellement, là, ça va être possible puisque on va savoir qu'on a des éléments compostables ou si on a, on va dire, un client professionnel qui va utiliser de la vaisselle compostable et qu'on peut garantir que le tri est extrêmement bien fait et qu'on ne va pas trouver autre chose que ces plastiques compostables, on va pouvoir accepter ce flux-là et vraiment le traiter sans passer par un biodéconditionneur, en le mettant directement dans d'autres chaînes de traitement, actuellement broyage, mélange, etc. Et je vais juste faire un petit focus sur les sacs plastiques compostables parce qu'il y a plusieurs enjeux autour de ça et puis c'est quand même ce qui est un des items les plus répandus aujourd'hui dans les plastiques compostables. Alors, il y a un élément, c'est que aujourd'hui, pour la généralisation du tri des biodéchets, des déchets alimentaires des ménages, qui est un enjeu important et un objectif à tenir pour généraliser d'ici quelques années dans toutes les collectivités de France, c'est quand même un outil très important pour plusieurs méthodes de pré-collecte, mettre dans les sacs plastiques compostables, et que bon, il y a quand même, comme c'est très fin, il y a quand même une bonne compostabilité en milieu de compostage industriel. Et on va dire, on peut reconnaître de manière assez aisée les sacs compostables, les sacs plastiques classiques, et repérer quelques erreurs de tri. Donc ça fonctionne bien. Et après, les petits sacs plastiques, ça fonctionne. Les gros sacs, type des poches de 100 litres, utilisés par des restaurants et tout, ça peut être assez problématique quand on passe dans des broyeurs et dans d'autres chaînes mécaniques qui peuvent tout bloquer. Et sinon, oui, ce serait vraiment souhaitable que les généralisations de ces sacs plastiques-là, avec un vrai bannissement des autres sacs plastiques, comme c'était prévu dans la loi, mais qui est quand même très difficile à faire appliquer là aujourd'hui en pratique, mais ce serait un vrai levier pour le tri à la source des biodéchets. Voilà, donc on peut passer directement à la planche suivante. Donc voilà, juste, en fait, finalement, cette planche, elle résume un petit peu le rapport que vous avez évoqué tout à l'heure en introduction. Voilà, Carbios, au départ de sa création en 2016, a fait le constat de deux choses. La première, c'est les limites du recyclage, et notamment au travers des chiffres, par exemple, de Citeo. Donc là, je vous ai mis les chiffres de cette année, donc du rapport 2019 du rapport 2020 sur les chiffres 2019.
Donc, 5% des déchets plastiques hors bouteilles et flacons sont recyclés aujourd'hui. Ça, c'est un point qui est posé. Un deuxième, c'est de se dire le plastique, dans certaines applications, pour ses propriétés, est utile. Donc, il faut trouver une solution en fait, qui puisse allier à la fois son impact sur l'environnement et tout en conservant en fait, ses qualités et ses propriétés, donc, notamment au regard de la conservation des aliments si on est dans le cadre de l'emballage. Donc, si on va sur le slide suivant, en fait, voilà, Carbiolys a développé et produit en fait aujourd'hui, puisqu'on a un stade de production industrielle, des solutions permettant de rendre compostables et biodégradables les articles en plastique et en plastique végétal. Donc, plus précisément, donc, sur le slide suivant, ce que vous voyez, c'est que nous nous sommes adressés à un polymère qui s'appelle le PLA. Donc, vous connaissez tous, hein, au regard en fait des discussions très techniques et très scientifiques en fait qu'on a eu jusqu'à maintenant. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de présenter le PLA. Comme je crois, alors j'ai entendu tout à l'heure, je pense que c'est Madame Gassaldi qui a dit qu'il ne connaissait pas en fait aujourd'hui à sa connaissance, donc elle n'avait pas à sa connaissance des solutions qui pouvaient biodégrader le PLA à température ambiante. J'espère que je vais pouvoir lui présenter une solution que maintenant elle va connaître, à savoir voilà, un additif qui a été développé par Carbiolys qui s'appelle Evanesto. Cet additif, il est à base, son principe actif, c'est une enzyme, donc une protéine, et c'est cette enzyme en fait qui va accélérer la biodégradation du PLA pour rendre les matériaux donc à forte teneur en PLA compostables. Et compostable, donc bien évidemment, c'est déjà le cas en conditions industrielles, mais également en conditions domestiques, donc en conditions de compost domestique. Donc, si on regarde sur la slide suivante, plus en détail comment cela fonctionne, en fait, notre additif, il va être introduit au moment de la fabrication de l'article en PLA, ou en tout cas en base PLA. Et j'allais dire, il va être donc voilà, l'enzyme en fait n'a pas d'activité, ne génère pas d'activité au moment de la fabrication de l'article ni au moment de son stockage. Donc voilà, donc un certain nombre d'éléments, de courbes, d'études démontrent sa stabilité pendant l'usage du produit. Et c'est uniquement en fait lorsque le PLA, donc l'article en PLA pardon, est disposé dans un compost, que le phénomène, donc l'enzyme va venir en fait activer, va venir accélérer, plutôt c'est le terme, la biodégradation du PLA et lui permettre en fait d'être compostable, donc d'être compostable en conditions domestiques. Donc ça c'est voilà, bon, donc ce point-là en fait c'est d'une part voilà, les études et les mesures qu'ont pu réaliser Carbiolys. Mais c'est également, en fait, donc très récemment, puisque c'était la semaine dernière, l'obtention par l'organisme Tuvostria du label Okeum Compost du PLA avec 5% d'Evanesto à l'intérieur d'un article PLA. Donc, ce sont des mesures qui sont bien évidemment voilà, internes à Carbiolys, mais également externes, faites par un laboratoire et au regard des normes, donc c'est-à-dire à la fois sur les critères de désintégration, donc la désintégration du PLA en moins de 6 mois en conditions de compostage domestique, la biodégradation en moins de 12 mois, l'écotoxicité, l'absence de métaux lourds. Donc voilà, c'est la somme en fait de tous ces critères qui nous permettent en fait l'obtention de ce label. Donc voilà, donc du coup, pour conclure, donc voilà, j'ai souhaité qu'il y ait plus de temps sur les questions, donc j'ai fait relativement court. L'idée, c'est que cette technologie, cette innovation s'adresse à des emballages, à des applications pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans la réutilisation, il n'y a pas de solution dans le recyclage. Donc voilà, c'est vraiment une solution que l'on apporte qui doit être une solution complémentaire, qui doit être utilisée, par exemple, comme vous le savez, sur des produits en multicouches, sur des produits souillés, sur des produits où en fait aujourd'hui on n'a pas d'alternative et que le compostage peut être une solution vraiment saine. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.
suis professeur à l'Université de Bretagne Sud, à Lorient, dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme. Et j'ai aussi, parallèlement à mes activités d'enseignant-chercheur, une micro-entreprise qui me permet de mener des activités, on va dire, de consulting et d'expertise sur le sujet des plastiques et des plastiques biosourcés et biodégradables aussi. Alors, de manière générale, ce qu'on développe dans l'équipe, on développe effectivement des activités autour de l'ingénierie des polymères biosourcés et biodégradables. Donc, ça va de, effectivement, la phase de production. On essaie de concevoir, on va le voir essentiellement par fermentation, des polymères biosourcés qu'on peut ensuite formuler, étudier les relations structure-propriété aux différentes échelles. Donc, ça peut être des côtés fonctionnels, mais aussi des propriétés, on va le voir, de biodégradation. Et on travaille aussi sur un dernier axe, l'étude de différents scénarios de fin de vie à travers des études sur le recyclage ou sur la biodégradation dans différents environnements. Et donc, parallèlement à cette activité, on va dire, de conception et développement de biopolymères, j'ai développé aussi depuis plusieurs années une activité sur la caractérisation de la pollution environnementale par les plastiques et les microplastiques avec plusieurs projets où on s'intéresse à évaluer la contamination des eaux de mer et des sols par les plastiques et liée à la dégradation évidemment de ces plastiques-là en microplastiques. Voilà, alors plus particulièrement, effectivement, ce dont je parle à l'instant, un petit focus sur les PHA et sur on va dire, la philosophie qui nous guide dans l'équipe pour essayer de concevoir à façon des PHA qui répondent à un cahier des charges donné, y compris en termes de biodégradabilité. Alors, je rappelle que les PHA, ce sont des polymères d'origine bactérienne qui sont produits par association entre des souches bactériennes associées à des substrats qu'elles sont capables de transformer en matière carbonée. Et ces matières carbonées que la souche bactérienne est capable de transformer, on le voit ici dans le cliché, ici sur le cliché de microscopie, ces petits granulés présents dans le cytoplasme de ces bactéries-là se révèlent être des granulés de PHA. Donc il faut dans un deuxième temps extraire pour pouvoir les récupérer, les utiliser, les formuler, les transformer éventuellement. Et ensuite, évidemment, une dégradation et une biodégradation, on va le voir, qui conduit à ce fameux mélange eau plus dioxyde de carbone qu'a présenté Emmanuel Gastaldi tout à l'heure, et qui permet justement de boucler la boucle du carbone, puisque tout le carbone utilisé comme matière première pour la production de PHA est restitué, évidemment, in fine, à travers la production de CO2 via la photosynthèse qui permet d'enchaîner sur de nouveaux cycles. Donc, à noter qu'ils sont aussi, en plus d'être biosourcés et biodégradables, ils sont aussi biocompatibles, ce qui permet aussi d'envisager des applications dans le secteur biomédical, par exemple, comme ça se fait aussi, beaucoup d'études, justement, s'y intéressent. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des PHA, alors je n'ai qu'une seule formule chimique, mais pour essayer d'expliquer justement comment, en jouant sur la structure chimique de ces PHA-là, et donc en jouant sur la recette de départ, les matières carbonées qui permettent justement la mise en œuvre de cette fermentation-là, on va pouvoir produire différentes catégories de PHA qu'on va décomposer en deux grandes catégories, ce qu'on appelle les PHA SCL, Short Chain Length, où les ramifications ici contiennent peu de carbone, 1 ou 2 carbones, et une deuxième grande catégorie qui sont les PHA MCL, donc à chaîne moyenne, lorsque la taille de la chaîne s'allonge, ce qui va modifier assez radicalement leur morphologie et qui permet justement d'influer sur les propriétés fonctionnelles. On voit ici notamment les propriétés mécaniques, on pourrait aussi évaluer les propriétés barrières. Hein. On voit qu'on peut partir de PHA au comportement, on va dire rigide, voire très rigide pour certains, notamment le premier de la série, le PHB, et qui, au fur et à mesure de l'allongement de la chaîne, eh bien, vont plutôt aller vers des comportements de type élastomère, puisqu'on va diminuer la cristallinité, et donc favoriser justement la mobilité des chaînes et tendre vers un matériau au comportement élastomère. Alors, plus précisément aujourd'hui, puisque c'est l'objet de la discussion, comment cette structure chimique et cette morphologie influencent ensuite la biodégradabilité. Alors, ce sont des études qu'on a menées sur des PHA, on va dire, plus ou moins commerciaux. Le BHV à 3% d'hydroxyvalérate, c'est le PHA commercialisé par la société Tianan. Les deux autres grades de PHA, les PHB HHX à différents taux de HHX, sont des PHA qui nous avaient été fournis par la société japonaise Kaneka, et dont on a suivi pendant 250 jours, en fait, la biodégradation. Alors, on était en milieu marin ici, selon cette norme-là, qui est la norme spécifique, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, hein, qui est utilisé pour tout ce qui touche à l'étude de l'interface eau-sédiment.
sédiments marins avec une évaluation de la quantité de CO2 dégagé qui permet de remonter justement au pourcentage de biodégradation. Alors, ce qui est intéressant de constater ici, dans un premier temps, c'est qu'on a une biodégradation qui est réellement spectaculaire pour ces PHA-là. On voit que pour certains PHA, on est sur des biodégradations qui sont beaucoup plus rapides que celle de la cellulose, qui est pourtant considérée comme la référence en termes de biodégradation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des biodégradations qui sont là aussi relativement rapides. On voit que quasiment dès les premiers jours, on a un processus de biodégradation qui se met en œuvre dans ces conditions-là. Là, encore une fois, plus rapidement encore que pour le cas de la cellulose. Le troisième point, c'est qu'on voit des différences significatives entre ces différents PHA, qu'on sait plus ou moins expliciter aujourd'hui au regard de leur structure chimique et de leur morphologie, ce sur quoi on va venir juste après. Et enfin, pour terminer sur ce slide-là, notez que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, on a parlé souvent du PLA depuis hier, mais aussi du PBS, et vous voyez que dans ces conditions-là, en tous les cas, on est sur des polymères qui sont très peu biodégradables comparativement au PHA ici présenté. Alors du coup, ça nous a donné envie de poursuivre sur de nouveaux projets, justement pour essayer de comprendre pourquoi la biodégradabilité des PHA était modifiée de telle sorte, surtout que lorsqu'on s'appuie sur les préceptes habituellement utilisés lorsqu'on travaille sur la dégradation, en fait, on constate que c'est le PHA de masse molaire plus élevée et de cristallinité plus élevée qui finalement se révèle être le plus rapidement biodégradable. Donc ça va à l'encontre un peu de tout ce qu'on aurait pu supposer si l'on avait réfléchi à cette question-là. Et donc, on a démarré aujourd'hui une nouvelle thèse sur la compréhension des facteurs intrinsèques au PHA qui vont gouverner la biodégradabilité, comment effectivement la masse molaire, la cristallinité, la balance hydrophobe, la transition vitreuse, la structure chimique peut influencer la biodégradation, sachant qu'aujourd'hui, on est capable de designer par la biosynthèse un certain nombre de PHA qui vont du PHB jusqu'à des PHO, des polyhydroxyalcanoates, des polyhydroxydécanoates, et essayer d'aller justement vers la conception à façon de PHA qui pourrait nous permettre d'envisager un contrôle de la biodégradation, utiliser en quelque sorte le concept d'obsolescence programmée à bon escient pour pouvoir justement fabriquer des PHA dont on pourrait prédire la biodégradation. Demain, peut-on être capable de fabriquer des PHA qui puissent se biodégrader en 3 mois, en 6 mois, en 2 ans, en 5 ans, au regard évidemment d'une utilisation donnée et au regard évidemment de l'environnement donné, évidemment, puisque la biodégradation dépend, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, à la fois du milieu, de la température évidemment et du temps évidemment consacré à ces études-là. Stéphane, est-ce que vous pouvez terminer avec peut-être quelques exemples d'applications, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Oui, alors quelques applications, ok, je passe alors ici directement. Donc quelques exemples d'applications, mais qui rejoignent un peu ce qui a déjà été présenté précédemment, à la fois hier et aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut réfléchir effectivement à développer des plastiques biodégradables et des PHA en particulier pour des applications qui ont un sens. Ne pas rentrer en concurrence avec d'autres filières, évidemment, telles que le recyclage. Alors moi, je pense malgré tout qu'on a beaucoup parlé d'emballage depuis hier. Bon, je ne suis pas certain que l'emballage ce soit le secteur aujourd'hui le plus approprié pour développer des plastiques biodégradables, même si effectivement on peut trouver des niches dans le marché de l'emballage où l'on puisse espérer substituer des plastiques traditionnels par des plastiques biodégradables. Mais en revanche, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres secteurs qui sont listés ici, qui sont, à mon sens, plus judicieux en termes de développement de plastiques biodégradables pour différentes raisons dont on pourra revenir sur la discussion. Et de manière générale, je pense qu'il faut aller sur le développement de plastiques biodégradables vers des modèles qui soient plus ambitieux, plus innovants, en travaillant sur des approches qui soient éthiquement et environnementalement encore plus irréprochables que celles qu'on a pu développer depuis un certain nombre d'années. Donc en particulier travailler sur la ressource, sur la biomasse. Nous, on a travaillé déjà sur PHA-PAC et sur BioEco-PHA à partir de biomasse issue de coproduits de l'industrie agroalimentaire. Et tout récemment, donc, on a démarré un nouveau projet, un projet européen, H2020, où on va travailler à partir de biomasse de 3e génération, à partir de microalgues, en fait, que l'on va utiliser, que l'on va transformer pour avoir des matières premières qui puissent nous permettre de fabriquer des PHA à partir donc de ces résidus-là. Donc on est réellement ici sur des matières premières qui sont irréprochables en termes éthiques, puisqu'on n'est pas du tout en concurrence avec des ressources alimentaires, et ces ressources-là n'occupent pas non plus des terres arables. Donc on est sur ce plan-là, à mon sens, irréprochable.
Donc, c'est un projet qui vient de démarrer. Donc, on espère effectivement mener à bien ce projet d'ici quelques années pour avoir des plastiques qui soient à la fois biosourcés et biodégradables, dont on peut contrôler à la fois l'approvisionnement, la matière première, mais aussi la fin de vie.